Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir, je vois quelques visages d'amis. Alors, je ne suis pas là pour vous livrer un discours politicien, mais un discours engagé, pro-industrie, et un discours de fait aussi. Et vous devinez de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de bien vivre ensemble dans une société qui a été fragmentée par 40 ans de désindustrialisation et qui fait face à énormément de défis. Parce qu'on ne réindustrialise pas juste pour réindustrialiser. On réindustrialise pour réduire notre empreinte environnementale, pour sécuriser l'approvisionnement de biens essentiels, et puis aussi pour créer naturellement de la valeur ajoutée et puis des bons jobs dans les territoires qui nous permettent d'éviter ce qui nous est arrivé pendant 40 ans. Alors souvent, la question que j'ai, c'est est-ce que c'est possible? Eh bien, oui, je le crois. Mais pour ça, il va falloir qu'on change un petit peu et qu'on commence à remettre à l'endroit des choses qu'on a faites à l'envers depuis 40 ans et surtout qu'on commence à s'appuyer sur nos atouts. Et je vais vous en citer quelques-uns et vous expliquer comment, à mon avis, on peut remettre les choses un peu à l'endroit. Le premier, c'est que nous avons des formations aux métiers industriels. Aussi étonnant que ça puisse paraître, elles sont en nombre suffisante. Alors, pas toujours dans les bons territoires et pas toujours les bonnes formations aux bonnes compétences, mais notre ennemi, il n'est pas là. C'est que 50% des gens qui sont formés aux métiers industriels ne vont pas dans les métiers industriels. Ils vont faire autre chose. Et pourquoi? Parce que l'image de ces métiers s'est beaucoup dégradée. Et donc, on a un travail à faire sur l'image de l'industrie. Ça commence par refaire le lien entre l'école et l'industrie, entre la famille et l'industrie. Ça ne se fera pas par des discours comme celui que je fais aujourd'hui, mais par des visites dans les usines, par des témoignages de gens qui y travaillent, par du vécu. Et l'argent qu'on peut mobiliser là-dessus, pour moi, c'est un peu de l'argent de poche que l'industrie devrait s'offrir, parce que chaque année, avec 60 000 postes non pourvus, on perd 5 milliards d'euros de valeur ajoutée en France. 5 milliards d'euros perdus. Un deuxième sujet où on fait les choses pas à l'endroit, c'est la question du financement. On dit toujours, pour faire l'industrie, il faut de l'argent. C'est vrai. Alors, on n'a plus d'argent peut-être dans les caisses de l'État, mais on a plein d'argent dans notre épargne. 6 000 milliards d'euros d'épargne financière dont disposent les Français. Pour refaire de l'industrie à l'horizon 2035, il nous faut à peu près 200 milliards d'euros supplémentaires. 3%. Seulement 3% de notre épargne qu'il faut flécher vers l'industrie. Et le plus cocasse dans l'histoire, c'est que nous, Français, avec notre épargne, nous avons acheté à peu près le même montant de bons du Trésor américain qui, avec ça, finance l'Inflation Reduction Act, qui est la pompe aspirante à nos projets. Voilà quelque chose que je pense on peut refaire à l'endroit. Troisième sujet, c'est que nous sommes un marché riche. S'il y a plein de pays exportateurs qui viennent en France, c'est justement parce que nous sommes des consommateurs relativement bien dotés globalement. Alors, achetons français. Et l'État doit être exemplaire sur le sujet. Le Made in France, c'est un petit peu le passager clandestin de nos politiques publiques. On en parle, mais on ne le fait pas vraiment. Avec les acheteurs publics, on pense qu'on peut acheter à peu près 15 milliards d'euros par an, en plus de biens manufacturés, par la commande publique. C'est un quart de notre déficit commercial manufacturé, qui est à notre portée. Il n'y a pas besoin de changer les textes. C'est juste du comportement de nos acheteurs publics à changer. Voilà encore un sujet à remettre à l'endroit. Et juste pour l'illustrer, est-ce qu'on peut trouver normal d'acheter des plaques de voirie en Chine, en Inde ou en Turquie quand on a Pont-à-Mousson qui ne fonctionne pas à plein? Il suffit qu'on fasse jouer les clauses miroirs, il suffit qu'on calcule le coût complet avec tout ce que les emplois en France peuvent apporter pour découvrir que finalement c'est moins cher d'acheter du Made in France que d'importer ces produits-là. Alors le quatrième sujet qu'on a, ce sont les territoires. Ça a été évoqué en entrée. On a plein de projets. D'ETI et de PMI et de grands groupes qui sont dans nos territoires. Et l'idée, c'est qu'il faudrait soutenir l'ensemble de nos projets de réindustrialisation. Soutenir seulement l'innovation de rupture, c'est bien, c'est indispensable, mais ça ne suffira pas.
Les produits à haute valeur ajoutée et de haute technologie, ça représente seulement 20 à 30% de notre potentiel de réindustrialisation. Indispensable, mais pas suffisant. Voilà, nous avons tout cela. Il y a d'autres atouts que je pourrais citer. Et l'idée, c'est de les mettre au service de notre réindustrialisation. Maintenant, à quelle vitesse est-ce qu'on peut la faire, cette réindustrialisation? Comme vous le savez tous, on est très déclassé industriellement. On est le dernier pays européen quasiment, à la hauteur de la Grèce. La remontada va être longue. En fait, il va nous falloir à peu près 2 décennies. Il faut qu'on se mette dans notre tête qu'on est sur un chemin à peu près de 20 ans, parce qu'en 2035, même en nous mobilisant fortement, on fera que la moitié du chemin. On ne peut pas aller plus vite que ça. Pourquoi? Parce que sinon, on n'a pas assez d'électricité. Si on vise une réindustrialisation très très forte, si on vise en 2035 50% de plus d'industrie dans le PIB, par exemple, on n'aura pas assez d'électricité décarbonée pour le faire. On refera une réindustrialisation, mais carbonée. On réouvrira ce conflit entre industrie et environnement qu'on cherche absolument à fermer parce qu'il est vital, parce que c'est une forme d'alliance qu'il faut retrouver entre l'industrie et l'environnement. Si on réindustrialise moins vite, on ne créera pas assez d'emplois pour refaire la cohésion territoriale. On ne fera pas revivre suffisamment vite nos territoires, on risque de revivre des épisodes comme les Gilets jaunes. Alors le fameux objectif à 2035 qu'on pourrait se fixer, je vais vous faire une proposition. Je pense qu'on peut viser une balance commerciale manufacturière positive, là où aujourd'hui nous avons moins 60 milliards de commerce. Ça peut être notre objectif. Ça correspond à 50 000 endroits industriels supplémentaires, 50 000 emplois industriels supplémentaires par an. C'est une vraie accélération par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. C'est environ 30 ou 40% de plus de valeur ajoutée industrielle en milliards d'euros. Et ça correspond à un scénario qui nous fait atterrir entre 12 et 13% d'industrie dans notre valeur ajoutée française à 2035. Cependant, on a un souci. Je vous ai dit tous les atouts qu'on pouvait mobiliser, tous ceux qu'on avait, mais on n'a pas toutes les cartes en main. On a le sujet de la compétitivité ou de la compétition loyale. Est-ce qu'on est dans un monde de compétition loyale? Nous avons un modèle social exigeant, nous avons des ambitions environnementales croissantes, on a maintenant une énergie chère. Est-ce que tout cela peut vraiment reboucler avec un commerce extérieur totalement ouvert? Mon point de vue aujourd'hui, comme on l'a vu dans l'agriculture il y a quelques semaines, c'est que ça ne tiendra pas et qu'en fait, peut-être d'ores et déjà, et notamment pour quelques filières comme le textile, ça ne tient déjà pas. Et donc, il faudra jouer une nouvelle carte, une carte de concurrence loyale. Alors, pour retrouver ce level playing field, comme on dit en anglais, ce terrain de concurrence équivalent avec les autres, il y a plusieurs solutions. On peut faire des taxes à l'entrée. J'y crois pas, pour 2 raisons. Je pense que les Français verront ça comme des impôts. Et en plus, on a signé plein d'accords internationaux qui nous disent « nous n'avons plus le droit de faire des taxes à l'entrée ». On peut tenter de mettre des règles de certification sur les produits que nous importons, certification sociale ou environnementale. J'ai de la peine à y croire et je vais prendre ce témoignage d'une chef d'entreprise, une PMI lyonnaise. Elle est allée en Chine pour se fournir de composants, elle a négocié ses produits, ses prix, et puis à la fin, on lui a dit « Madame, quels sont les certificats que vous voulez ? Voilà, j'ai mon bureau des tampons, vous avez tous les certificats disponibles, il suffit de mettre le tampon sur le bas du papier. » C'est ça la concurrence dite loyale dans laquelle on est. Et donc demander des certificats, qui est quelque chose qui paraît sympa, qui est facile à faire pour le législateur, on peut être que très très réservé. Il faudra continuer à subventionner, aider d'un certain nombre d'entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale sans état d'âme. On connaît tous la situation des finances publiques. On dépense quand même 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises aujourd'hui par l'État. Il faudra peut-être les cibler plus sur les entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale. Mais les États-Unis le font et nous aurons besoin de continuer à soutenir notre industrie financièrement. Et puis, il y a d'autres leviers que nous pouvons utiliser.
c'est la sobriété matière, la circularité, le service après-vente, la démontabilité, la réparabilité, la réutilisation. Ce seront des nouvelles règles qu'on imposera à nos produits. Alors, quand je dis nouvelles règles, à des industriels, ils me disent « il y en a marre, surtout plus, on en a assez ». Je pense qu'il faut qu'on change nous aussi de façon de voir. Les règles sur l'environnement, ce sont nos armes pour demain. Il faut qu'on refasse cette alliance entre industrie et environnement, qu'elle aille jusqu'au bout. Je ne pense pas que notre réindustrialisation se fera comme une blitzkrieg. On est dans un combat asymétrique. Il faudra qu'on fasse une guérilla, produit après produit, pour reconquérir notre capacité productive. Et ces règles-là seront sans doute nos armes, produit après produit, pour s'imposer, pour retrouver une concurrence loyale. Je pense qu'il faut commencer par une liste de produits, une centaine de produits qu'on a envie de reproduire en France. 100 à 150 milliards d'importations. Et puis, pour chacune d'elles, trouver les modalités de faire cette relocalisation, encore une fois, avec des règles qui nous protègent. Il y aura des fois où on va se faire choper par la police de Bruxelles en disant « mais vous êtes trop protectionniste ». Dans ces cas-là, il faudra faire des coups de force et assumer qu'on fait des coups de force, parce que refaire cette réindustrialisation, c'est absolument vital pour notre modèle social. Il y a des gens qui nous diront « attention, vous prenez des mesures, il y aura des mesures de rétorsion ». Eh bien, ce n'est pas grave, il faudra faire des mesures de contre-rétorsion. On est dans une guerre et il faudra bel et bien avoir les nerfs solides pour faire cette réindustrialisation. Prochainement, je vais remettre un rapport à M. Le Maire et à M. Roland Lescure qui détaillera tous ces éléments-là. J'espère qu'il fera débat, j'espère que vous le lirez et que vous l'apprécierez. Mais ça, c'est qu'une recette de cuisine, un parcours. Je voudrais surtout qu'on n'oublie pas la finalité de cette réindustrialisation. Des usines qui ouvrent, c'est des déserts médicaux en moins. C'est des classes qui ne ferment pas et qui ouvrent. Refaire notre réindustrialisation, c'est aussi être des parents responsables qui laissent à leurs enfants un pays qui a son destin en main. Faire notre réindustrialisation, c'est arrêter une énorme hypocrisie qu'on a. En ayant délocalisé notre production, on a aussi délocalisé notre pollution. Alors voilà, c'est un défi de 2 décennies pour vous, notamment. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à le mettre en place. C'est le défi d'une génération. Je pense que le chemin est maintenant à peu près balisé. Et puis, c'est à nous de le jouer ensemble. Merci pour votre attention.